tard, le préfet de La Réunion, l'Université de La Réunion et la région sont donc à l'initiative pour ces assises. Nous attendons l'arrivée imminente de la région. Madame la vice-présidente de région, je perds mon micro. Je vais parler fort en attendant. C'est bon ? C'est bon ici ? Ok, très bien, merci. À présent, la parole au représentant du ministère de l'écologie et de la transition écologique et solidaire, Monsieur Hervé Van Leer. Bonjour, Madame la sénatrice, Mesdames et Messieurs les élus de La Réunion et de Mayotte, Madame et Messieurs les représentants des délégations étrangères, Monsieur le directeur de cabinet de Monsieur le préfet, Mesdames, Messieurs, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité pour participer à vos travaux sur les risques dans l'île de La Réunion. À ma connaissance, La Réunion est la seule région française à organiser ce type de rencontre, au moins avec une telle ampleur. Et comme l'a dit l'intervenant précédent, je me félicite qu'il y ait cette ouverture à l'international avec des représentants de délégations d'États riverains de l'océan Indien. Je crois que c'est quelque chose de très important. Et je remercie vivement tous les organisateurs de cette manifestation, notamment la préfecture et l'ADEAL, et je remercie également l'université de bien vouloir accueillir cette rencontre. Il était important pour nous, à la DGPR, la Direction Générale de la Prévention des Risques, donc qui suit les aspects prévention des risques au sein du ministère de la Transition écologique et solidaire, d'être présent pour cet événement, en raison de son envergure, comme je l'ai dit, mais aussi des très forts enjeux qui concernent l'île de La Réunion, dans un territoire insulaire avec une forte croissance démographique et exposé à de très nombreux risques. Ce sujet prend une ampleur particulière, d'autant que certains risques sont très spécifiques à l'île de La Réunion. Je pense évidemment aux risques volcaniques que l'on trouve ici et que dans les Antilles, donc c'est pas quelque chose que l'on connaît en métropole, ou aux risques inondations qui se manifestent de façon très différente ici par rapport à ce que l'on peut voir en métropole. J'ai par exemple été frappé de voir que l'île de La Réunion possède le record mondial de l'importance des précipitations sur 5 jours. Je ne savais pas ça et c'est quelque chose de très impressionnant. Alors, pour nous, c'est vraiment, nous sommes en charge de la prévention des risques et donc c'est agir en amont et qui est quelque chose d'important. Il s'agit de réduire les conséquences que pourrait avoir un aléa, une inondation, un incendie de forêt, un glissement de terrain, une éruption volcanique, en améliorant la sécurité des populations, en réduisant les dommages économiques et en favorisant le retour à la normale. Alors les 3 points que je viens de citer, sécurité des populations, réduction des dommages économiques et retour à la normale, ce sont les 3 axes de la stratégie nationale de gestion du risque inondation, mais ils sont globalement valables pour la plupart des autres risques naturels. Alors le premier enjeu, c'est bien une meilleure connaissance de l'aléa, avec de nombreuses actions qui sont engagées à La Réunion. On peut penser au Piton de la Fournaise, qui est un des volcans au monde le mieux surveillé, un des volcans en activité, ou des prévisions toujours plus fines en matière de météorologie. On peut penser aux phénomènes cycloniques. Cette connaissance est ensuite traduite dans des plans de prévention des risques naturels, et La Réunion est bien dotée avec ce type de plans, et ils sont importants pour ne pas aggraver l'exposition aux risques des territoires et de réduire leur vulnérabilité. Et l'objectif est d'en faire, si possible, les débats ne sont pas toujours simples, un outil partagé avec les collectivités. Nous travaillons actuellement à actualiser leur cadre réglementaire, notamment pour le risque inondation, afin de préciser les aléas et prendre en compte les aléas à prendre en compte et les conséquences à en tirer en termes d'urbanisation. Nous avons également engagé des actions structurantes dans le cadre comme celle de la directive inondation qui consiste par bassin hydrographique à identifier les territoires les plus concernés par ce risque et à y lancer des stratégies.
Et je tiens à souligner les très bons résultats de l'île de la Réunion pour la mise en œuvre de cette directive, puisque vous avez été les premiers à adopter le plan de gestion du risque inondation et vous avez déjà doté vos 6 territoires à risque important d'inondation de stratégies locales. Je vous garantis qu'en métropole, on en est loin, donc bravo sur ce point-là. Cela passe aussi par des précisions complémentaires sur les compétences de chacun, et je souligne l'enjeu que représente au 1er janvier 2018 la compétence, alors ce qu'on appelle GEMAPI, gestion de l'eau, des milieux aquatiques et prévention des inondations, par les intercommunalités. Pour ce qui concerne les inondations, nous pensons que c'est quelque chose de très structurant et qu'à terme, les collectivités dotées de la compétence GEMAPI auront un rôle important à jouer pour la mise en œuvre de la politique de prévention des inondations. Alors, il y a beaucoup d'obligations, mais il existe aussi un outil d'accompagnement pour des actions de prévention des risques naturels. Je parle du fonds de prévention des risques naturels majeurs, que l'on appelle aussi le fonds Barnier. Alors, nous travaillons actuellement à améliorer ces règles de gestion et nous avons lancé un nouvel appel à projets pour les plans d'action et de prévention contre les inondations, ce que l'on appelle les PAPI, mais on peut aussi soutenir d'autres projets, par exemple un appel à projets sur des stratégies territoriales pour la prévention des risques naturels qui pourraient intéresser certains territoires réunionnais. Alors le sujet des risques est complexe, car sur le principe, tout le monde est favorable à réduire les risques et à développer une société plus résiliente. Cependant, les contraintes par lesquelles cela se traduit ne sont pas toujours acceptées. Certains les jugent exagérées. À l'inverse, si une catastrophe se produit, nos concitoyens s'étonnent que davantage de mesures n'aient pas été prises. Aussi, l'implication des populations dans toute politique de prévention et de gestion des risques est un enjeu important et je vous remercie beaucoup d'avoir fait de ce sujet un des grands thèmes de ces assises. C'est une de nos priorités au niveau national, car une meilleure connaissance du risque par nos concitoyens permet de prendre en amont de meilleures décisions et permet aussi, en cas d'événement extrême, d'avoir les bons réflexes qui permettent de réduire les conséquences de ces phénomènes. C'est dans ce cadre que des actions d'information préventive sont soutenues par l'État et je me félicite aussi que les 6 territoires à risque important d'inondation de la Réunion aient répondu à l'appel à projets que nous avons lancé l'année dernière pour soutenir de telles actions préventives. Et puis d'autres éléments peuvent être mis en œuvre, comme par exemple des repères de crues qui permettent d'ancrer dans les territoires la mémoire du risque. Les exercices sont aussi un excellent moyen d'impliquer les populations et d'une façon générale, la question de la gestion de crise et notamment de sa préparation est un sujet important, notamment dans un territoire comme le vôtre. Il nous faut apprendre à vivre avec les risques, à développer des solutions qui permettent d'assurer la sécurité des personnes et des biens sans entraver le développement, en un mot, à encourager un développement plus résilient. Et alors nous engageons aussi des actions dans ce cadre-là, notamment le Grand Prix d'aménagement en zone exposée au risque inondation. Nous avons dévoilé récemment la 2e vague de lauréats et qui permet de mettre en évidence des solutions innovantes dans ce contexte. Nous réfléchissons aussi sur des conditions de reconstruction après des catastrophes, build back better comme on dit en anglais, ou d'une façon générale avoir des constructions plus résilientes au risque. Nous travaillons aussi sur un sujet, même si pour le moment c'est encore un peu balbutiant, sur les questions de l'élévation du niveau de la mer et d'érosion des côtes que cela peut entraîner. Travaillons avec les autres administrations, mais il reste encore pas mal de travail à faire. C'est un peu au début. Mais cet élément permet de faire un lien avec peut-être le dernier point que je tiens à souligner, qui est le changement climatique. Cette érosion côtière plus importante, cette élévation du niveau de la mer est une des conséquences du changement climatique et l'on sait qu'avec ces désordres climatiques qui vont se développer, de nouveaux risques vont apparaître où les risques vont se traduire sous une forme nouvelle et du fait du temps long dans lequel on se place, puisque quand on parle de risque, on parle beaucoup d'aménagement, il faut essayer d'anticiper dès maintenant, de réfléchir aux conséquences que cela pourra avoir et voir si l'on peut engager dès maintenant des actions pour se préparer et avoir un territoire plus résilient aux risques. Voilà, vous avez pu le voir, le sujet des risques recouvre de très nombreux aspects et il est très important, comme vous le faites au cours de ces 2 jours, comme nous le ferons, puisque je serai avec vous ces 2 jours, de prendre le temps pour échanger et construire une stratégie.
Je vous remercie encore une fois pour l'initiative que vous avez prise et je vous souhaite un bon travail. Merci, Monsieur Vanler, adjoint directeur général de la prévention des risques. L'arrivée de Madame la vice-présidente de région, Madame Fabienne Coipel, elle ne devrait plus tarder, elle serait en train de se garer. Nous allons présenter les choses comme ça. Vous l'aurez compris, donc 2 journées de travaux, de réflexion. Cet après-midi, des ateliers. Vous allez travailler par petits groupes. Il y aura 2 sessions pour chaque atelier. Ce matin, les tables rondes avec plusieurs exposés, plusieurs spécialistes qui viendront me rejoindre ici sur cette scène pour prendre la parole et évoquer plusieurs thématiques. Il y aura un temps d'échange, de débat entre vous et ces spécialistes. Dans cette salle, des hôtesses feront circuler les micros, donc vous n'aurez qu'à lever la main pour demander la parole et elles viendront vers vous, vous tendre le micro. À chaque fois, nous vous demanderons de vous présenter peut-être, de dire quels sont vos noms, fonctions, si vous venez d'un pays de la zone océan Indien, de nous dire de quelle région en particulier. Voilà donc pour l'organisation de cette matinée, je me tourne vers Monsieur Paul Ferrand. Nous allons donc donner le coup d'envoi de cette assemblée plénière, coup d'envoi de la première table ronde. 3 grandes thématiques ce matin, les risques naturels du point de vue de la population, la place de l'individu et des pouvoirs publics dans la gestion de la crise, et enfin le destin des îles ou comment se développer sur un territoire à risque. Monsieur Vanler, l'adjoint au directeur général de la prévention des risques, nous l'a rappelé. La Réunion est particulièrement exposée à certains risques naturels. Eh bien, allons voir comment est-ce que la population perçoit ces risques. De quoi avons-nous peur? Pour répondre à cette question, je vais appeler Monsieur Gartner du cabinet Synthèse, cabinet qui a réalisé une étude sur ce sujet. Et voici la restitution de ce sondage. Monsieur Gartner. Tout d'abord, bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Donc, je vais vous présenter les résultats d'un sondage très récent qu'on a mené donc auprès de 600 Réunionnais de 18 ans et plus. Donc, ça date de la 2e partie du mois de mai, sur la perception des risques naturels par la population réunionnaise. Donc, pour aller à l'essentiel, 90% des Réunionnais perçoivent au moins un risque naturel pour eux ou pour leur foyer. Donc à l'inverse, il y en a 1 sur 10 qui n'en perçoivent aucun, ce qui représente à peu près 60 000 Réunionnais de 18 ans et plus. Les risques les plus souvent identifiés, à 82% évidemment sans surprise, c'est le cyclone. Et puis ensuite, pour la moitié des Réunionnais, c'est le séisme, le tremblement de terre, puis l'inondation, l'éboulement, le feu de forêt pour 1/4 des Réunionnais, et puis le risque volcanique donc n'est identifié que par 1 Réunionnais sur 4. C'est très variable selon les événements, mais dans la moitié des cas, les Réunionnais craignent des dommages corporels. Alors, pour préciser un petit peu les choses, on voit par exemple que, y compris la population qui habite à proximité du volcan, ne cite le volcan ou n'identifie le volcan comme un risque naturel que dans 1/3 des cas. Les gens qui habitent le littoral, donc littoral est et littoral ouest, donc citent un peu plus souvent que les autres les risques naturels liés à la houle et liés à la mer en général. Et les gens des cirques identifient un petit peu plus souvent que les autres les glissements de terrain comme étant des risques naturels auxquels ils sont exposés. Alors, sur ce qui concerne la gestion des risques par les autorités, d'abord, les Réunionnais sont très satisfaits sur l'information et les avertissements en cas de risque, puisque la quasi-totalité d'entre eux, 86%, sont satisfaits quand ils identifient des axes d'amélioration. Ce qu'ils attendent, c'est recevoir davantage d'explications, et notamment sur le danger, sur la gravité, l'intensité du phénomène, sur le phénomène en lui-même et la durée de l'alerte. Et puis, ce qu'ils aimeraient aussi, c'est, pour 1/3 d'entre eux, être avertis plus rapidement
Sur le sujet de la fermeture des écoles, sujet assez polémique, en particulier au sein des foyers réunionnais, donc 80% finalement sont satisfaits de la procédure de fermeture des écoles. Ce qu'ils attendent, c'est qu'on leur donne davantage de temps pour s'organiser quand elle est annoncée. Quelque chose d'important également, c'est qu'en cas d'alerte, en cas d'approche en particulier d'un phénomène cyclonique, les médias traditionnels sont les plus utilisés, restent majoritairement ceux qui sont utilisés, la télé 70%, la radio 67%, et au final, sur l'ensemble de la population réunionnaise, il y a un Réunionnais sur 5 qui privilégie Internet pour s'informer en cas d'approche de phénomènes. Sur les comportements avant et pendant les événements. Alors c'est un comportement qui est plutôt réactif que préventif, puisqu'on voit qu'un peu plus de la moitié des Réunionnais, en temps normal, prennent des précautions, et ils sont 90% ou la quasi-totalité d'entre eux à en prendre lorsqu'un phénomène approche. Sur les précautions qu'ils sont amenés à prendre, majoritairement, ce sont plutôt faire des réserves de nourriture, faire des réserves d'eau, faire des réserves de piles. D'accord ? On pense un peu moins souvent à aménager les abords de son habitation, à aménager, à protéger davantage son habitation, à mettre en sécurité ses biens, etc. Voilà. Le réflexe conditionné, c'est de faire des réserves. Alors, qu'est-ce qu'on attend de l'information liée au risque naturel ? D'abord, un peu plus de la moitié d'entre eux ressent le besoin d'avoir davantage d'informations sur ces risques, en particulier sur le phénomène qui est le plus craint et le plus identifié, donc c'est sur les cyclones, mais également sur les inondations, les séismes, les tremblements de terre, un peu moins souvent sur les risques liés à la mer. Un Réunionnais sur 5 cite le tsunami ou éventuellement la houle, 16% seulement les feux de forêt et 14% les risques volcaniques. Quel type d'information est-ce qu'on attend ? Alors on attend en majorité des consignes, davantage de consignes, des consignes plus claires, plus opérationnelles, on va dire, plus concrètes sur ce qu'il faut faire en cas de crise ou en cas d'approche de phénomène. Et puis, un quart d'entre eux un quart des Réunionnais, donc citent quand même les risques naturels auxquels est soumise sa propre habitation. Voilà, ensuite viennent, dans une moindre mesure, les procédures d'indemnisation lorsqu'on est victime d'une catastrophe naturelle ou les règles de construction pour éviter d'être plus soumis aux conséquences des risques naturels. Enfin, pour terminer, qu'est-ce qu'on attend quand on est réunionnais ? On attend à titre individuel donc une information renforcée, c'est-à-dire davantage d'informations, une information qui vient le plus en amont possible, de manière à pouvoir s'organiser, et puis une information très concrète sur des conseils pratiques, sur ce qu'il y a à faire quand un risque naturel approche. Enfin, à titre collectif, ce que les Réunionnais identifient, ce qu'ils aimeraient voir, c'est une maîtrise de l'aménagement du territoire. Donc, pour eux, ça signifie éviter de construire dans les zones à risque, et ensuite avoir une action plus ciblée sur les ravines et notamment le nettoyage des ravines. Et enfin, ils attendent aussi, à titre collectif, que la population soit mieux préparée, mieux informée et informée plus en amont. Voilà. Pour aller à l'essentiel de la restitution de ce sondage, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci, Monsieur Gartner. Je vais vous inviter à prendre place dans l'un de ces fauteuils rouges, puisque vous allez participer donc à cette table ronde. Je vous le disais en préambule, l'État, la préfecture de la Réunion, l'université et la région Réunion sont donc à l'initiative pour ces assises régionales des risques naturels. Madame la vice-présidente de région, Madame Fabienne Coppel-Soré, nous a rejoint. Avec un grand plaisir, même si je suis un peu en retard, et vous avez très bien fait de commencer cette première présentation dont on peut déjà livrer de premiers enseignements fort intéressants. Je tenais également à excuser d'une certaine façon mon collègue David Lorion, lequel, pour certains d'entre vous qui le connaissez, s'est toujours impliqué sur cette thématique des risques naturels. Il en a d'ailleurs fait sa thèse.
Et il m'avait demandé il y a quelques années qu'on puisse collaborer ensemble à travers l'outil que constitue l'Agora et bien entendu avec lui sur le contenu. C'est ce que nous avions fait. Nous avons créé donc pour la première fois cet observatoire des risques naturels avec les encouragements et le soutien de l'État. Donc aujourd'hui, il n'est plus là. C'est moi qui prends le relais sur le contenu. Il n'est plus là, et vous le savez, parce qu'il vient d'être élu député et qu'il est aujourd'hui au Palais Bourbon. Donc c'est avec un immense plaisir que je rends hommage à son immense travail sur cette thématique des risques naturels. Et c'est aussi avec plaisir que je prends sa suite aujourd'hui pour vous faire ce petit mot d'accueil et bien entendu représenter le président de région. Parce que c'est d'abord le président de région, bien sûr, que je représente aujourd'hui, qui s'excuse, mais qui est retenu par d'autres engagements. La Réunion, vous le savez, est fortement exposée à de multiples risques naturels. Je vais les citer, c'est important parce que dans cette notion de risque, les néophytes, vous n'êtes pas des néophytes, mais il peut quand même néanmoins avoir quelques néophytes dans l'Assemblée. Les néophytes ont tendance à y mettre un peu tout, et il est important de rappeler quels sont ces risques naturels: les cyclones, les inondations, submersion marine, érosion, glissement de terrain, séisme, éruption volcanique, incendie, renforcés pour la plupart par l'évolution climatique mondiale. Anticiper le changement climatique et intégrer ses effets constitue donc une priorité pour lutter contre le risque naturel dans l'île. Leur gestion passe par des mesures d'adaptation appropriées, notamment à travers les politiques publiques que nous conduisons. L'objectif est de réduire significativement les conséquences des risques naturels, mais également sanitaires, industriels et technologiques pour l'homme, les activités et la biodiversité dans un territoire contraint et en développement. Des filières dédiées à l'adaptation au changement climatique, construction tropicale durable par exemple, ont vocation à promouvoir des techniques et pratiques adaptées aux nouvelles conditions climatiques associées. Et aussi, bien sûr, la sécurisation des infrastructures stratégiques constitue une priorité, de même que les aménagements littoraux urbains, limitant l'érosion et les inondations. C'est un vœu pieux pour le moment. Plus généralement, la prise en compte de la prévention et de la gestion des risques doit être renforcée par les politiques publiques à travers leur prise en compte systématique dans l'aménagement du territoire, le développement rural, la protection des milieux naturels et l'organisation sanitaire de l'île. Par ailleurs, les actions de sensibilisation et de formation doivent se poursuivre afin de généraliser la prévention sur tous les risques, de former spécifiquement certains groupes et professions et de préparer la population aux impacts de l'évolution du climat. Ce sont les premiers mots que je voulais vous dire pour vous expliquer à quel point la région Réunion est totalement impliquée, investie autour de cette thématique des risques naturels, que ce soit sur le volet aménagement, mais également sur le volet économique et sur le volet formation et prévention. La région, qui est le lieu des enjeux stratégiques, met tout en œuvre pour sensibiliser, former, protéger autour de cette notion notamment des risques naturels qui sont aussi, bien sûr, une source de développement économique indéniable. Et je vais en terminer en me réjouissant aussi de l'ouverture cette année, en 2017, vers la zone de l'océan Indien. Les premières assises ont eu lieu en 2011, c'était déjà un pari, un défi que nous avons relevé. 2017, c'est une autre édition, et c'est une édition qui s'ouvre vers le monde et vers nos voisins de l'océan Indien. Donc, ça lui confère aussi une dimension essentielle. Nous ne pouvons pas, à La Réunion, dans l'océan Indien, parler des risques naturels sans avoir cette vision cohérente, globale, à l'échelle d'un territoire beaucoup plus vaste, à l'échelle d'un océan et de ses voisins et partenaires. Donc je me réjouis aussi que cette année, nous ayons pu aller vers cette ouverture, accueillir d'ailleurs des élus de Mayotte, je crois, des élus d'autres, à la fois départements, mais à la fois aussi d'autres structures de Mayotte. Il me semble aussi qu'il y a des intervenants de Madagascar qui sont là, et je me réjouis effectivement de cette collaboration, parce que les risques naturels ne peuvent aussi s'analyser qu'à travers la coopération régionale. Je vous remercie pour votre attention. Et bien sûr, bonnes assises. Merci Madame la Vice-présidente.
Voilà, donc tout le monde est là. Monsieur Xavier Gardner nous a permis d'entrer dans le vif du sujet avec deux premiers éléments concrets et la restitution donc de ce sondage sur la perception des risques par la population. J'ai pour vous une bonne nouvelle, Monsieur Gardner, vous n'allez pas rester seul ici, dans ces fauteuils noirs, puisque d'autres intervenants vont vous rejoindre pour cette première table ronde sur les risques naturels du point de vue des populations. Je vais appeler le colonel Paul Boucheron du service départemental d'incendie et de secours. Nous avons parlé d'ouverture sur la zone océan Indien ce matin. Donc permettez-moi d'appeler également Madame Colette Servina, secrétaire générale de la Croix-Rouge des Seychelles. Madame Servina, si vous êtes dans la salle, si vous m'entendez, merci de nous rejoindre. Et c'est donc le colonel Boucheron du SDIS qui va à présent prendre la parole pour nous parler d'un événement majeur, événement qui a marqué la population réunionnaise. Colonel Boucheron, bonjour. Vous allez nous parler des incendies du Maïdo 2010-2011 et de l'impact sur la population. Merci, bonjour à tous. Voilà, je vais en un petit quart d'heure vous parler des feux du Maïdo, mais de la perception de la population vis-à-vis de ces incendies, et non pas d'un retour d'expérience opérationnelle. Donc la première diapo, c'est vraiment déjà le contexte, hein. C'est se rappeler Maïdo 2010, donc des durées importantes, du 11 octobre 2010 avec une maîtrise du feu le 22 octobre, 800 hectares brûlés. Et surtout Maïdo 2011, donc 24 octobre, un feu qui sera déclaré éteint le 17 février 2012, du fait des feux souterrains. 2834 hectares, 57 km, non, retenez bien ces chiffres, hein, 57 km de lisière, et pendant la lutte, jusqu'à 1000 personnes engagées simultanément sur le terrain. Alors de façon... en général, donc, au niveau de la réaction de la population réunionnaise, donc, on a eu un très fort impact médiatique avec tous les médias, TV, radio, presse écrite, web, avec un fort émoi dans la population. Donc nous, on a senti la différence par rapport à un feu, par exemple celui du Tevlav 1999, où on avait eu quand même 900 hectares, et l'impact sur la population était beaucoup plus faible à l'époque. Donc on pense qu'il y a vraiment une prise de conscience avec cet effet parc national et patrimoine, surtout aussi patrimoine mondial de l'UNESCO, qui fait que la population a pris conscience de la richesse écologique du territoire. Vous voyez sur les photos hein, ce spectacle de désolation qui a été très traumatisant pour la population. Alors un point, moi je dirais c'est le point majeur de mon intervention, c'est les réseaux sociaux. Donc, par rapport à tout ce qu'on a pu connaître auparavant, il y a une mobilisation très importante sur les réseaux sociaux, via Facebook, via Twitter, avec ce qu'on peut appeler une vague d'émotions numériques. Alors des témoignages de compassion, mais aussi de colère, avec donc des réactions très vives de la population, des pétitions qui ont circulé sur Internet. On verra tout à l'heure pourquoi, sur quelle problématique. Donc les réseaux sociaux, un très fort impact, tant au niveau local et même au niveau national. Alors ça, nous on a été sensibles à ça également, hein, toujours dans ces réseaux sociaux, des remerciements aux acteurs de la lutte. Donc une nouveauté, hein, pareil, sur l'île de la Réunion, une aide d'honneur numérique, donc des initiatives de la population pour remercier les services de secours via cette photo. Alors sur le terrain, donc ça c'est des choses, nous sur le terrain, ça c'est a posteriori hein, qu'on s'est aperçu de tous ces éléments-là. Ce qu'on a ressenti sur le terrain, c'est effectivement une volonté de la population de s'impliquer dans la lutte. J'ai envie de dire, on ne peut pas le décréter d'un coup, on ne peut pas impliquer comme ça la population. Il y a une notion de responsabilité, d'aptitude physique, d'aptitude médicale. Donc il y a eu une certaine frustration de certains qui auraient voulu participer aux actions de lutte. Donc pour information, il n'existe pas de réserve communale de sécurité civile sur l'île de la Réunion, donc ça pourrait être une piste intéressante.
On peut noter également en termes de réaction le très bon accueil des renforts nationaux, donc cette expression de la solidarité nationale des pompiers de métropole de toute région, hein, du sud, du nord de la France, de l'est, de l'ouest, qui ont été très bien accueillis par la population. Alors maintenant, donc on est parti vraiment la population réunionnaise dans sa globalité. Maintenant, on va zoomer un petit peu sur le territoire des Hauts de l'Ouest, avec notamment les habitants de Petite-France. Donc rappelez-vous les dates, hein, octobre jusqu'à février, donc c'est des durées très longues. Des infrastructures qui ont été réquisitionnées avec des implantations de postes de commandement et de postes médicaux avancés. Des utilisations de terrains de sport pour tous les balais d'hélicoptères, 6 hélicoptères au plus fort de la crise. Alors ce qu'on a retrouvé sur ces incendies, comme sur d'autres d'ailleurs, mais là encore plus, ça suscite des vocations chez les jeunes des quartiers, évidemment, de voir toute cette activité opérationnelle, ça crée de l'émulation auprès des jeunes. Donc ça, et notamment sur donc il y a un stand d'ailleurs sur les pompiers volontaires, sur la fibre de sapeurs-pompiers volontaires. Sur les aspects négatifs, forcément, c'est les nuisances, beaucoup de nuisances pour la population, hein, du bruit, du trafic permanent de camions, donc jour et nuit. Hein, avec je dirais, il n'y avait pas de temps mort sur la lutte. Très important également l'impact économique négatif, donc c'est des quartiers qui vivent aussi du tourisme, donc là la fréquentation touristique a été totalement stoppée, déjà sur 2010 mais encore plus sur 2011, sur Maïdo 2011. Alors au niveau des associations, donc on a deux types, alors là je ne l'ai pas mis sur la diapo mais bien sûr il y a les associations je dirais de protection de l'environnement qui ont été très sensibles à ces incendies et comme aux autres incendies d'ailleurs avec qui nous sommes souvent en réunion ou en contact. Sur la lutte, les associations ont participé également au dispositif, donc notamment avec la Croix-Rouge qui a apporté un appui logistique vraiment très conséquent. Donc je tiens encore même je dirais 6 ans après, je les en remercie, le SDIS les remercie pour leur action qui a été très significative sur l'appui logistique. Donc je rappelle, 1000 personnes sur le terrain, ce n'est pas les feux qu'on fait habituellement, 50, 60, 100 sapeurs-pompiers. Non, là on était à 1000 personnes avec des besoins logistiques très importants. Également au niveau des postes médicaux avancés, on a eu énormément de... J'ai notre médecin-chef qui est présent dans la salle, donc beaucoup de blessés, une grosse sollicitation au niveau du poste médical avancé. Donc pareil, les associations nous ont aidés également. Donc là, c'est de sécurité civile pour pouvoir armer ces PMA jour et nuit pendant cette longue durée. Au niveau des élus, donc on a constaté également lors de ces grands incendies vraiment une vraie prise de conscience des élus locaux à tout niveau, région, département, commune, sur les enjeux écologiques. Alors, je vous ai mis 2 exemples de déclarations. Déclaration du maire de Saint-Paul. Donc, on a écrit à la ministre de l'Outre-mer pour qu'on nous écoute mieux, parce qu'il s'agit de notre patrimoine. C'est un trésor inestimable qui est mis en danger et que l'on va laisser à nos enfants. Il faut tout faire pour le sauver. Également, donc, le président de région, Didier Robert, appelle à l'union sacrée et à la mobilisation de tous les Réunionnais. Donc nous, on a vraiment senti un basculement. Il y a vraiment eu, avant 2010-2011, où on avait un peu de mal, je me tourne vers mes collègues, Indéal et autres, à mobiliser. Et puis, il y a eu cette prise de conscience aussi au niveau des élus. L'avion, alors ça, c'est un sujet intéressant sur la perception de la population. C'est la fascination de l'avion bombardier d'eau. Le moyen de lutte providentiel pour la population. Et la croyance qu'un avion peut à lui seul résoudre une crise. Et donc le dash en manœuvre, il est époustouflant, il est majestueux et surtout, on veut le voir voler. Donc nous, on a hélas, hélas, on a vu beaucoup de départs de feu après, du fait de la présence du dash, parce que les gens, on veut le voir voler. Donc le petit titre du GIR, un coup de dash et tout le monde souffle. Donc ça vous donne un peu la perception de l'avion, sachant qu'un avion, ce n'est que 10 mètres cubes,
Pour ça, il faut, c'est 10 mètres cubes d'eau, donc en gros 2 camions volants qui larguent une fois et qui reviennent après faire le plein à Pierrefonds et qui reviennent 20 minutes après. Donc il faut relativiser, mais là, ce matin, c'est vraiment la perception de la population. On a l'impression que l'avion va résoudre à lui seul tous les problèmes. Alors je vais quand même parler, ce qui est intéressant, c'est pas de faire une polémique, mais de s'interroger, voilà, de se poser des questions. Hein. On a un temps court, mais voilà, polémique sur l'avion bombardier d'eau. Donc un temps très fort lors de cette crise. Donc à l'époque, là j'ai repris ce qui est sur Internet, il n'y a rien de... Claude Guéant annonce l'envoi de 2 bombardiers Dash donc le 31 octobre. 3 heures plus tôt, donc la ministre de l'Outre-mer, sur les ondes réunionnaises, soutenait encore le préfet, je cite, « Le Dash 8 n'est pas forcément le meilleur moyen de venir à bout de ce feu. C'est un feu souterrain qui s'est propagé au bout de l'île. Le Dash 8 n'est pas forcément utile. » Et donc le commentaire, c'est « Mais les Réunionnais ne sont pas dupes, le territoire est déjà massacré. » Sur Facebook, les médias sociaux, une pétition « Urgence, demandons bombardier d'eau » qui a comptabilisé plus de 10 000 signatures, donc point de suspension, et un témoignage du site Mémoire des catastrophes, par exemple, également, donc le feu était très intense, etc., mais cela aurait pu être évité si les avions étaient arrivés plus tôt. Alors, au-delà de la polémique, ce qui est intéressant pour nous, c'est de se dire la population rentre même dans la gestion opérationnelle, c'est-à-dire que les gens émettent des avis sur comment on éteint un feu. Moi, je vous dis qu'il faut l'avion, l'autre, je ne veux pas, etc. La question, ce n'est pas de savoir qui a raison, mais ce qui est intéressant, c'est que chacun se déclare spécialiste du feu de forêt et a son opinion dessus. Et donc, deuxième point, voilà, cet impact des réseaux sociaux avec des pétitions sur Facebook, pas des attaques, mais des messages sur les sites, y compris du ministère de l'Outre-mer, etc. Donc vraiment une implication de la population très très vive sur cet événement. Donc on va rezoomer sur les acteurs et éleveurs des hauts. Donc les exploitations agricoles et élevages sinistrés. Donc pareil, il y a vraiment eu un traumatisme des agriculteurs. Donc en 2011, des éleveurs installés dans les hauts de la chaloupe Saint-Leu ont dû abandonner leurs animaux et leurs maisons pour fuir les flammes. Et ce qui est intéressant, c'est ça, plus de 5 ans après ces incendies, ces éleveurs sont encore sous le choc. Donc nous, je vous dis, sapeurs-pompiers, on s'est dit, voilà, on a protégé leurs installations, il n'y a pas eu de victimes, tout va bien. Et moi-même, je suis le premier surpris à me dire, voilà, 5 ans après, malgré qu'il n'y ait pas eu... voilà, on a réussi quand même à bien sauvegarder leurs exploitations, il y a encore un traumatisme très important au niveau des agriculteurs. La problématique de l'eau, saison feu de forêt égale saison sèche, égale sécheresse, même quand il n'y a pas d'incendie. Donc on a cet impact. Nous, on a été obligés d'utiliser pour la lutte ces retenues collinaires agricoles, avec, voilà, vu les mouvements incessants des détériorations et une pénurie d'eau. Donc là, pareil, extrait du site info.re, abreuvoir à sec dans les Hauts de Saint-Leu, des réserves épuisées à cause des incendies du Maïdo et l'absence de précipitations depuis 3 mois illustrent les difficultés des éleveurs installés dans les Hauts de l'île. Donc ça dure plus longtemps, donc l'impact sur la population, c'est aussi post-crise, on va dire, incendie, avec cette notion de sécheresse. Les professionnels du Maïdo, donc un impact économique. Donc là, vous regardez la date, 11 octobre 2011, c'était même avant le feu. C'est-à-dire le Maïdo 2011, c'était juste 15 jours après. Donc le 11 octobre, déjà, on a un article encore qui nous dit que, outre l'impact environnemental, l'incendie du Maïdo a eu de lourdes conséquences sur l'activité des professionnels du secteur. Donc tout ce qui est société de loisirs, restaurateurs, hôteliers, tous évoquent les difficultés qui ont suivi cette catastrophe et doivent se battre pour ne pas mettre la clé sous la porte. On revient à la première diapo, 15 jours après, on a eu un feu qui a duré plusieurs mois, qui a duré 4 mois, donc très difficile pour la population locale sur le plan économique. L'origine criminelle de l'incendie, donc on en parle aussi, foyer, tout ça c'est dans la presse, des foyers multiples. Après plusieurs années d'enquête, le pyromane a été arrêté. Et hélas pour nous, il s'agit d'un sapeur-pompier du SDIS, il s'agissait, puisqu'il n'est plus de sapeur-pompier aujourd'hui, avec un procès qui fait l'objet d'un feuilleton judiciaire dans les médias.
Et donc nous, on déplore effectivement cet impact négatif que ça a eu sur le SDIS Réunion et sur la profession en général. Donc au niveau post-incendie, des actions qui ont été menées auprès de la population, donc la Croix-Rouge avec le projet Parer, pas parer, l'information préventive avec l'élaboration de flyers feux de forêt, des dispositifs, le dispositif EcoGarde, parc national financé par la région, donc ça qui sensibilise le public avec des retours d'expérience très positifs. Donc même si ce n'est pas l'objet de ce matin, mais j'en profite, c'est de dire aujourd'hui, il y a la lutte, mais le plus important, c'est en amont de la lutte. C'est-à-dire qu'il faut, sur l'information préventive, sur l'éducation, voilà, c'est là-dessus que doit se faire l'effort. Et en termes de projet, donc, c'est la création de comités communaux feux de forêt, avec des bénévoles, justement, pour occuper le terrain en termes de prévention. Et bien évidemment, un point fondamental, c'est le développement des MSGU, donc les médias sociaux de gestion d'urgence. C'est valable pour le feu de forêt, c'est valable pour l'inondation, cyclone, pour tous les risques naturels majeurs. Voilà, j'en ai terminé. Merci, colonel Boucheron, pour cette présentation, ce rappel. Je vous invite à prendre place donc, pour rejoindre vos collègues qui vont participer avec vous à cette table ronde et ce moment d'échange dans un instant avec le public. Un petit rappel, colonel Boucheron, combien d'hommes au total mobilisés sur ces incendies du Maïdo? Vous parliez d'1 millier? Rien que le SDIS Réunion à lui seul, si on compte les sapeurs-pompiers plus les personnels administratifs et techniques, donc on a mis à peu près 700 personnes sur le terrain. Les renforts nationaux, c'est plus de 400 sapeurs-pompiers. Les forces de l'ordre, les agents de l'ONF, du parc, les associations, etc. Donc au total, il y a eu plus de 2000 personnes qui ont participé à la crise. Plus de 2000 personnes mobilisées, des soldats du feu qui ont lutté nuit et jour pendant des mois. Lourd bilan écologique, on l'a rappelé, mais il faut le souligner, il n'y a pas eu de perte en vie humaine et c'est probablement grâce au travail de ces hommes, ces pompiers réunionnais. Je pense qu'on peut les applaudir encore une fois ce matin. L'information préventive des différentes îles de l'océan Indien. Et oui, à présent, nous allons regarder chez nos voisins, pour une fois que nous avons une bonne raison de le faire. Nous allons voir comment les îles voisines s'organisent, comment est-ce qu'elles organisent leurs informations préventives. 2 exemples ce matin. D'abord l'exemple des Seychelles, ensuite l'exemple de Mayotte, et vous allez le voir. Pour cela, il va y avoir une présentation originale. D'abord, permettez-moi d'appeler Madame Servina. Elle est secrétaire générale de la Croix-Rouge des Seychelles et elle va nous parler de cette organisation préventive dans cet archipel. Bonjour, bienvenue Madame Servina. Merci, bonjour. Je m'appelle Colette Servina de la Croix-Rouge des Seychelles. Mon parcours avec la Croix-Rouge a commencé il y a une 18aine d'années. J'ai commencé en tant que volontaire. D'abord, je vais vous demander de m'excuser parce que j'ai l'habitude de parler l'anglais. Mais je vais faire un effort pour vous présenter en français. Alors, veuillez m'excuser si je vais vous grincer les oreilles avec mon mauvais français. Ma présentation ce matin, je vais vous partager avec vous l'approche participative à la réduction des risques et de catastrophes dans les établissements scolaires aux Seychelles. Le but de ma présentation, c'est, comme j'ai dit, partager sur l'approche qu'on a prise pour s'assurer que tous les établissements scolaires ont un plan d'urgence. Et pour parler aussi un petit peu sur la participation du personnel de l'école, y compris les enseignants et les étudiants dans ces initiatives, et aussi le rôle que jouent les partenaires dans ce processus, des partenaires comme la Croix-Rouge des Seychelles, le ministère de la Santé,
les services d'incendie et de sauvetage, la police, le ministère du développement communautaire et aussi le département de gestion des risques et des désastres aux Seychelles. Bien, tout d'abord, je vais vous parler un tout petit peu brièvement sur la Croix-Rouge des Seychelles, qui est une petite société nationale et je crois que c'est le plus petit de la région. Et c'était fondé en 1989 et on est guidé dans tout ce qu'on fait par le principe fondamental du mouvement de la Croix-Rouge. Et on a une centaine de volontaires actifs et 8 salariés. Toutes les activités sont implémentées par les volontaires avec l'appui opérationnel administratif du salarié. Et on est guidé dans tout ce qu'on fait par des plans stratégiques qu'on élabore presque tous les 5 ans. Et le récent, c'est celle de 2017 à 2021. Et parmi nos activités, c'est on fait la promotion les principes et les valeurs du mouvement de la Croix-Rouge. On a un programme de préparation et réponse aux désastres et aussi on fait de la sensibilisation en ce qui concerne la réduction des risques et des désastres au niveau de la population, au niveau communautaire. Et on a un programme de santé et sécurité. Et comme partenaire national, on travaille très proche avec le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé, les départements de gestion des risques et des catastrophes, et le département de développement communautaire, et aussi avec les pompiers. Et notre partenaire régional et international, on est appuyé dans tout ce qu'on fait par la Fédération internationale de la Croix-Rouge et Croissant-Rouge, le Comité international de la Croix-Rouge, et aussi, plus important, c'est le PIWA, le Plateforme d'intervention régionale Océan Indien. Et le PIWA, c'est une initiative de la Croix-Rouge française qui compris comme membres toutes les sociétés nationales de la région. Et j'ai des collègues de la PIWA ici, le directeur, monsieur Christian Paillet, est ici avec nous. Et si vous voulez savoir en plus sur la PIWA, il est disponible, n'est-ce pas? OK. En ce qui concerne les catastrophes aux Seychelles, brièvement, les données en cas ont été conservées pour les Seychelles depuis 1862 et ça c'était un glissement de terrain énorme et qui a pris des vies et a détruit des infrastructures. Mais les principales menaces aux Seychelles, c'est ce qu'on a pour faire avec l'inondation et les glissements de terrain causés par des fortes pluies et le risque de tsunami. Le tsunami de 2004, c'est ça qui nous avons réveillés. Auparavant, on croyait qu'on était paradis, sans de problèmes, sans de risques. Mais avec le tsunami, ça nous a indiqué différemment. Et aussi, on souffre avec les incendies des forêts pendant les moments de la sécheresse. Et ça a un impact important parce que les Seychelles, on dépend beaucoup sur la protection de l'environnement comme un pays touristique. Et récemment, ce qu'on appelle en anglais le sea level rise, en résultat de le changement du climat aussi, nous n'avons pas été épargnés comme un petit État d'île et c'est très évident, surtout sur la côte des îles.
Et aussi, on prend en compte que les données suggèrent que les cyclones peuvent se déplacer vers le nord jusqu'à s'englober Seychelles, entraînant un risque de détérioration, en particulier à l'infrastructure côtière. Et jusqu'à maintenant, on est touché par la queue de cyclones. Et le dernier, c'était l'an dernier, c'était le cyclone Fantala qui a quasiment détruit les infrastructures et les cocotiers sur une de notre île touristique, le Farquhar. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Et en ce qui concerne les participations de la Croix-Rouge dans les initiatives de réduction des risques et de catastrophes, on a commencé ça dans ces dernières dizaines d'années et ce n'est pas différent avec les autres sociétés nationales dans la région qui aussi ont des initiatives au niveau de la population. Et les activités, on est supporté dans cette initiative, dans les programmes, des activités de réduction des risques et de catastrophes, principalement par le PIWA. Et c'est toujours élaboré et inclus dans notre plan stratégique. Et les activités principales ont été renforcement des capacités des volontaires et des initiatives communautaires. Ce que je vais parler sur l'initiative avec le ministère de l'Éducation, c'est un excellent exemple de collaboration avec les autres partenaires. Après beaucoup de plaidoyer par la Croix-Rouge des Seychelles et aussi le département de gestion des risques et des désastres. Et la population commence à prendre conscience de l'importance de réduction des risques et des désastres aux Seychelles. Et en 2014, le gouvernement a élaboré une loi sur la gestion des risques de catastrophes et cette loi exige que tous les établissements de le pays ont un plan d'urgence, inclus les institutions scolaires. Et dans ce sens, dans ce cadre, le ministère de l'Éducation a cherché le soutien de différents partenaires qu'on a pu faire avec les réductions des risques et des désastres aux Seychelles, inclus la Croix-Rouge des Seychelles, pour élaborer des plans d'urgence pour toutes les écoles. Et ils n'ont pas eu le choix parce que c'est déjà dans leur cadre politique, dans le plan stratégique à court et moyen terme, où ils ont stipulé qu'il faut intégrer la réduction des risques de catastrophes dans le programme officiel scolaire et aussi l'élaboration du plan d'urgence pour toutes les écoles, comme j'ai dit. Ce qu'on a fait quand on est approché par le ministère de l'Éducation, tous les partenaires qui incluent, que j'ai mentionné auparavant, on a mis ensemble un groupe de travail pour élaborer une stratégie, comment entamer la demande du ministère de l'Éducation. Et ce qu'on a fait, le groupe de travail, on a développé un guide national et ça, c'est comme outil pour guider le personnel de l'école de l'élaboration de leur plan d'urgence en tenant compte de tous les risques pertinents pour leur école respective. Le guide aussi a pour but d'assurer une meilleure coordination et d'uniformité
Et l'approche qu'on a inclus dans le guide, c'est que les écoles eux-mêmes mettent ensemble des équipes qui doivent travailler sur le plan pour leur école respective. Parce qu'auparavant, on a essayé d'avoir les écoles pour mettre ensemble leur plan. Et ce qu'on a fait, c'est ils ont pris des consultants pour mettre ensemble le plan, mais à la fin, ça n'a pas abouti parce qu'il n'y avait pas de participation et il n'y avait pas le sens d'appropriation. Et c'est pour ça que cette fois-ci, on a dit qu'il faut que les écoles, les personnels des écoles, les étudiants, ils mettent eux-mêmes ensemble leur plan depuis le début et pour tout le processus. Et comme le groupe de travail, on va soutenir toutes les écoles. Ce qu'on a fait, on a divisé chaque organisation a pris quelques écoles et on va faire le suivi et donner des assistances pour quand les écoles, les équipes des écoles travaillent sur le plan respectif. Et aussi, on est responsable pour la formation parce que chaque école aura des équipes qui seront responsables pour des différents aspects pendant, en cas d'urgence, par exemple, le premier secours, l'équipe de communication et tout ça. Mais avec cette initiative, on a prévu des défis aussi, parce que la planification des situations d'urgence n'est pas considérée comme une priorité contre les activités académiques, surtout par les personnels de l'école. Et il y aura aussi la nécessité de plaidoyer continu et le soutien à la planification des situations d'urgence par toutes les parties prenantes. Alors, toutes les personnes qui se trouvent sur le groupe de travail doivent continuer à soutenir les institutions scolaires dans ce procès. Et pour surmonter ce défi, il faut qu'on ait l'engagement continuel du ministère de l'Éducation. Merci. Ça, c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire. Merci beaucoup. Merci, Madame Servina. Colette Servina, merci beaucoup. Colette Servina, qui est donc la secrétaire générale de la Croix-Rouge aux Seychelles. Madame Servina, merci d'avoir compris qu'il y avait un peu un contre-la-montre ce matin pour essayer de donner la parole aux uns et aux autres. On ne casse pas tout ce matin. Ça va aller ? Alors, merci Colonel Boucheron pour votre aide. Vous avez raison, Madame Servina, de souligner qu'il y aura un temps d'échange dans un instant. Donc, si vous avez des questions à poser à nos différents intervenants, si vous voulez aller un peu plus loin sur certaines thématiques, vous pourrez le faire dans quelques petites minutes pour cette première table ronde. Après les Seychelles, nous allons mettre le cap sur un autre archipel, direction Mayotte. Et cette fois, nous n'allons pas appeler un ou une experte, mais un duo, c'est un groupe, et c'est même une troupe de comédiens mahorais. La troupe s'appelle Les Enfants de Mabawa, que j'appelle maintenant. Ils vont donc nous rejoindre sur scène et ils vont nous présenter d'une manière originale la problématique des constructions illégales à Mayotte, réel problème dans ce département voisin. Construction illégale, souvent dans des zones à risque. Un permis de construire, pourquoi faire ? C'est le thème donc de cette scénette qu'ils vont nous présenter à l'instant. Je vous demande d'applaudir la troupe Les Enfants de Mabawa. Ça fait déjà 2 mois que je suis arrivée de Paris et je n'ai toujours pas de nouvelles de mon permis de construire. Merde, qu'est-ce que je vais faire ?
qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Bon, je sais. C'est simple. Je vais contacter la mairie pour savoir où ça en est, parce que là, c'est pas possible. La mairie. C'est bon. Ils répondent pas. Je réessaye. Répondez. Allô? Oui, allô? Bonjour, je suis bien à la ville de Mamoudzou? Oui, bonjour, vous êtes bien à la ville de Mamoudzou. Que puis-je faire pour vous, madame? Oui, en fait, je vous appelle au sujet de ma demande de permis de construire. J'ai déposé chez vous depuis 1 mois déjà et je n'ai toujours pas de nouvelles. Du coup, je voudrais savoir où ça en est. D'accord, donnez-moi votre nom et votre adresse, s'il vous plaît. Alors, moi, c'est Madame Florica. J'habite à Kawini, quartier Mangatélé. C'est bon, vous l'avez trouvé? Patientez un instant, s'il vous plaît, madame. Je vérifie tout ça. Oui, d'accord, merci. Oui, donc, madame, je suis désolée, votre demande a eu un avis défavorable. Comment? Nous l'avons transmis au maire et il doit le signer, vous en fera part prochainement. Le terrain est dangereux car trop proche de la rivière. Il faut donc reculer votre maison et respecter les prescriptions données par le service de risque de l'ADL. Comment ça? D'accord? Ça veut dire que je ne peux pas construire? Mais ce n'est pas normal, ça. Pourtant, ma famille y habite depuis longtemps. Et on n'a jamais eu de si gros problèmes. Justement, madame, les études qui ont été effectuées par les experts sur ces terrains-là ont démontré qu'il y a des risques d'inondation en cas de forte pluie. Et il y aura plus d'1 mètre d'eau dans la maison. D'accord. Des études? Quelles études? Mais c'est faux tout ça. Je ne comprends pas pourquoi vous avez laissé construire nos voisins et nous, vous nous dites que le terrain est dangereux et inconstructible. Ce n'est pas normal, ça. Écoutez, madame, vos voisins ont construit sans avoir fait la demande. Ils n'ont donc pas de permis de construire, chère madame. Ouais. Et eux aussi encourent des risques sur ces terrains. Alors, si c'est comme ça, nous aussi, nous allons construire sans votre avis. Nous aussi, nous allons prendre des risques comme nos voisins. Parce que je ne comprends pas pourquoi vous avez laissé construire tout le monde et nous, bizarrement, on ne peut pas construire. Vous êtes des hypocrites. Des hypocrites. Madame, calmez-vous. Votre projet ne peut pas être accordé de la sorte, mais il pourrait l'être si vous le modifiez légèrement en éloignant votre maison de la rivière, et bien sûr en respectant certaines règles de construction. Vous savez quoi? Si vous voulez, venez nous rencontrer, nous vous expliquerons tout ça parce que je pense que vous n'avez pas bien compris. Si, j'ai très bien compris. J'ai compris que vous ne voulez pas me donner mon permis de construire alors que vous l'avez donné à tout le monde. Sinon, personne n'aurait construit sur ce terrain-là. Alors, écoutez-moi, retenez ça, hein. Avis défavorable ou pas, moi, je vais construire sur ce terrain-là, d'accord? Je vais construire. En plus, vous savez, Dieu nous protège, donc il ne va rien nous arriver, ok? Bon, sur ce, je vous laisse. Bonne journée, espèce d'hypocrite. Mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Ici, tout le monde a construit. Mes voisins ont construit. Il n'y avait pas eu de problème. Comme par hasard, quand c'est moi, terrain inconstructible, terrain dangereux. Je m'en fous. Vous savez quoi? Je vais construire ma maison. Quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, je vais construire ma maison. 10 ans plus tard. Chérie! Mon chéri! Mais chérie, tu es où? Chérie! Chérie! Oh! Mais qu'est-ce qui t'arrive, toi? Mais, mon chéri, j'ai peur. J'ai très peur. Mais tu as peur de quoi? Moi, ton chéri, je suis là à côté de toi et toi, tu as peur? Tu as peur de quoi? Mais, dis-moi, tu ne vois pas l'état de notre maison? Toutes ces fissures, les coulées de boue et les inondations que nous subissons à chaque fois qu'il y a une forte pluie. Tu sais, moi j'en ai marre. J'en ai marre de devoir acheter une télé. J'en ai marre de devoir acheter un canapé. J'en ai marre de devoir nettoyer à chaque fois qu'il y a une inondation. J'en ai marre. Ma chérie, calme-toi. C'est vrai que c'est un problème. Mais tu dois savoir que chaque problème a une solution. On va trouver une solution à ça. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Je suis là. Tu es là? Oui. L'année dernière, pendant ton absence, il y avait une grosse pluie. Alors que je venais à
que j'étais pas là. Il y avait une grosse pluie, je te dis. Je venais à peine d'accoucher. J'étais seule et fragile. Heureusement que la pluie n'a pas duré longtemps. Sinon, j'aurais péri noyée avec mes enfants. Ma chérie, écoute-moi. Écoute-moi et écoute-moi. Tu as raison. Mais depuis que ton père a coupé les arbres sur la colline, à chaque fois qu'il pleut, on a les pieds dans l'eau. Pardon? C'est la faute à ton père, ma chérie. Comment? Ton papa. Écoute-moi, ne mêle pas mon père à cette histoire. Ne mêle pas mon père à cette histoire, alors que toi, à chaque fois, tu jettes tous tes déchets dans la rivière. Et regarde, Ma chérie. regarde. Il a à peine commencé à pleuvoir que l'eau ne s'écoule plus et que la rivière commence à déborder. Donc maintenant, c'est de ma faute. Oui, C'est de ma faute maintenant. C'est Tu ta as oublié faute. ton père qui a coupé tous les arbres sur la colline? Hein? Tu as oublié ça? Écoute, ma chérie. Bon, je ne vais pas te voir comme ça. Je ne vais pas te voir énervée, ma chérie. Viens, on va parler. Tu sais, moi, ne parlons plus de ça. Maintenant, je te pose une question. Tu sais, il faut qu'on trouve une solution avant que la saison de pluie arrive. Est-ce que cette maison a un permis? oui. Normalement, oui. Mais il faut que je le cherche car je ne sais pas où je l'ai laissé. Ma chérie, est-ce que cette maison a un permis de construire? Bien sûr. Mais je ne sais pas où je l'ai laissé. Ah, Il faut que je le cherche. là tu me confirmes. Tu sais, ma chérie, nous devrions aller voir la mairie avant qu'une catastrophe La nous tombe mairie? dessus. Oui, la mairie, avant qu'une catastrophe nous tombe dessus. Ils doivent avoir trace de ce permis. Et je pense même qu'ils peuvent nous trouver une solution à ce problème. Allez, ma chérie, on y va. Allez, on va à la mairie. Attends, chérie, je préfère que tu ailles seule. Puisque toi, tu es un homme. Il faut t'écouter. Mais nous, les femmes, on est beaucoup trop sous-estimées. Mais non, ma chérie, non, ma chérie. Écoute-moi. Écoute-moi, ma chérie. C'est ta maison. Donc, ta présence à la mairie, c'est indispensable. La mairie est un service public ouvert à tout le monde. Donc, même si moi j'y vais, mais toi, tu dois être là. Ta présence est importante, ma chérie. Allez, on y va. Va mettre ton pantalon, tu mets tes chaussures. Pas ça, tu enlèves ça. Tu mets pas ça parce que, tu sais, allez, on y va. Vas-y, on y va. Tu as raison. Allez, vas-y, on y va. Tu as raison, mais tu sais, je préfère que tu ailles seule. Dis-leur que tu es mon mari, d'accord? Et que moi, je suis à la maison, je garde les enfants. En plus, je suis très fatiguée. J'ai l'impression que tu ne veux pas aller réclamer ton dû. Écoute, moi je vais te dire quelque chose. Dans une semaine, si on ne trouve pas une solution à ce problème, on sera obligé d'aller vivre chez ma mère. Ah non! Depuis tout le temps qu'elle le demande. Oui, on ira, ma chérie. Non, Mais tu vois pas l'état de notre maison? Non. Tu veux vivre ici, comme Non. ça? Il est hors de question que nous allons chez ta mère. Non, je ne vais pas aller chez ta mère. Et en Mais plus, pourquoi? tu crois que ta mère, elle a le permis? Bien sûr. Moi, je ne vais pas aller chez ta mère. Toi, tu vas à la mairie, je reste là. Je ne veux pas aller chez ta mère. Vas-y, s'il te plaît, mon chéri. Je ne sais pas pourquoi tu ne veux pas y aller, mais moi j'y vais. Moi, je vais te montrer que moi, je suis l'homme de la maison. Je viendrai ici avec une solution et aussi j'amènerai le permis que tu ne vois pas depuis X temps. Je reviens, ma chérie. Attends-moi, j'arrive. Donne-moi juste 1 heure de temps. Je connais tout le monde à la mairie. J'y vais. Mon Dieu. Mon Dieu. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai menti à mon mari? Mon Dieu, pourquoi je lui ai menti? Il va se rendre à la mairie et on va lui dire que ce foutu permis de construire n'a jamais existé. Je ne l'ai même pas, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir?
Je vais perdre ma maison, mon deuxième mari. Je vais... Mon Dieu. J'aurais dû écouter la mairie et revoir mon projet, mon Dieu. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Et vous, les élus, et vous, les experts, dites-moi, avez-vous une solution pour moi? Répondez-moi. C'était la troupe Les Enfants de Mabawa que nous allons rappeler. Le deuxième mari et son épouse, les enfants de Mabawa. Bravo. Bravo. Vos noms? Je m'appelle Chabouane Anaïs. Et le deuxième mari? Souleymana Baswari. Bravo, félicitations pour cette présentation originale d'une réelle problématique, la question des permis de construire dans des zones à risque. C'était donc les enfants de Mabawa avec cette scénette présentée en avant-première ici à La Réunion à l'occasion de ces assises régionales des risques naturels. Sachez qu'elle sera prolongée, je crois. Hein. Ce sera au final une pièce de 45 minutes qui sera présentée dans les collèges de Mayotte et dans les villages pour évidemment sensibiliser la population.